Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur RTI1. Bienvenue dans ce 13h. Voici les titres de votre journal. Dès le début de cette édition, nous nous rendrons au palais de la présidence de la République où le chef de l'État a reçu l'ambassadeur de l'État de Palestine en Côte d'Ivoire. En fin de mission dans le pays, il est allé faire ses adieux au président de la République. La Fédération des organisations patronales de l'Afrique de l'Ouest s'est réunie hier vendredi en Assemblée générale ordinaire pour tenter de faire face à la concurrence des multinationales et tirer parti de l'élargissement de la zone CEDEAO. L'actualité, c'est aussi l'audience de confirmation des charges qui se poursuit au tribunal militaire de Ouagadougou. Le général Gilbert Diendéré a contesté l'ordonnance du juge d'instruction. Ses avocats demandent son annulation pure et simple. Voilà les titres à suivre dans cette demi-heure d'information. Commençons tout de suite au palais de la présidence de la République avec cette audience du chef de l'État accordée à l'ambassadeur de l'État de Palestine en Côte d'Ivoire. L'ambassadeur est en fin de mission dans le pays. Il est allé faire ses adieux au président de la République. Le compte-rendu de Viviane Haïm. En fin de mission, après 3 années à la tête de la représentation diplomatique de l'État de la Palestine en Côte d'Ivoire, son Excellence Atef Mustafa est venu faire ses adieux au président de la République, Alassane Ouattara, ce vendredi au palais présidentiel. L'ambassadeur palestinien a saisi l'occasion pour porter au président de la République une invitation de l'autorité palestinienne à visiter la Palestine. Il a en outre annoncé l'arrivée prochaine à Abidjan d'une délégation d'hommes d'affaires palestiniens. C'est un grand honneur. Je reçu par son Excellence le Président. On a discuté pour notre relation. Vraiment, on a des relations extraordinaires entre mon pays, l'État de Palestine et la Côte d'Ivoire. J'ai discuté avec son Excellence le Président pour la paix et le rôle que la Côte d'Ivoire on a compte pour faire la paix à notre région. Nous, les Palestiniens, c'est notre choix la paix, notre choix de faire la paix avec notre voisin pour créer un État palestinien avec la capitale de Jérusalem. Son Excellence le Président, et lui, il est avec les 2 États. Et moi aussi, j'ai invité le nom de mon président Mahmoud Abbas pour visiter Palestine. On a aussi discuté pour faire beaucoup de projets palestiniens à Côte d'Ivoire, pour organiser une conférence pour les hommes d'affaires palestiniens à Côte d'Ivoire. On a discuté aussi la relation dans quelques sujets de culture, pour signer l'agrément entre la Côte d'Ivoire et Palestine. L'ambassadeur de l'État de la Palestine a révélé avec satisfaction une décision du président de la République issue de leur entretien, à savoir la nomination d'un ambassadeur non résident de la Côte d'Ivoire en Palestine. Direction la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau où s'est tenue hier la levée de corps suivie de la messe de requiem de Hortense Akaangui, maire de la commune de Port-Bouët et ancienne ministre de la promotion de la femme. Le président de la République Alassane Ouattara, la première dame Dominique Ouattara, les membres du gouvernement et du RHDP, tous y ont assisté. On retrouve notre reporter Viviane Haïm. J'annonce Madame Hortense Akaangui. Dernière sortie publique pour Hortense Akaangui, née Hortense Dadié, icône de la politique ivoirienne. Épousant les sillons tracés par son géniteur Gabriel Dadié, qui fut compagnon de première heure de Félix Houphouët-Boigny et qui a contribué à son côté à la création du RDA. Hortense Akaangui a été pendant plusieurs décennies une figure emblématique de son parti, le PDCI-RDA, dont elle est vice-présidente et membre de son bureau politique. Ancien député, ancien ministre, ancienne présidente de l'association des femmes ivoiriennes, l'AFI, maire régulièrement élue depuis 36 ans de la commune de Port-Bouët. L'icône politique qu'elle a été aura réussi à faire l'unanimité puisque, taisant les querelles, la famille des Houphouëtistes était au complet ce vendredi matin à la cathédrale Saint-Paul du Plateau pour prendre part à la cérémonie de levée de corps de la défunte.
Au premier rang, le président de la République Alassane Ouattara et son épouse, le vice-président de la République Daniel Kablan-Duncan, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le président du PDCI Henri Konan Bédié et son épouse. Outre les présidents d'institutions, les membres du gouvernement, il y avait foule, comme à chacune des étapes qui ont marqué le déroulement des obsèques de cette vaillante militante du PDCI et mère légendaire de la commune de Port-Bouët, qui s'est éteinte le 30 septembre dernier dans sa 84e année. La cérémonie de levée de corps sur le parvis de la cathédrale a été marquée par un vibrant hommage que lui a rendu l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, l'UVICOSI. Contre vents et marées, par-dessus tout et partout, tu as sublimé la fonction municipale. Pour les maires de Côte d'Ivoire, tu es plus qu'une doyenne, plus qu'une conseillère. Tu étais notre recours pour la crédibilité de nos plaidoyers. Tu étais notre repère d'inspiration pour l'animation citoyenne. Tu étais un étendard que nous brandissons pour garantir notre respectabilité comme acteur de développement. Le témoin que tu nous passes en ce jour est le flambeau de l'engagement pour le développement local. Tu nous invites à la persévérance, à rechercher toujours dans la proximité l'amélioration du vécu quotidien de nos populations. Mère infatigable de la commune de Port-Bouët, la défunte comptabilise aussi une vie personnelle exemplaire. 60 ans de mariage et de complicité avec un compagnon dont elle a eu 6 enfants qui lui ont donné à leur tour 16 petits-enfants. Sa foi catholique avait une grande part dans sa vie. Rendons grâce à Dieu parce que elle-même, elle a mis Dieu au centre de sa vie. Et c'est ce qui lui a donné cette joie, cet engagement total pour la société, pour la commune, cette disponibilité à sa famille et à tous ceux, celles qui entraient dans sa maison. C'est tout simplement parce qu'elle a rencontré Jésus, elle lui a ouvert les portes de son cœur, elle a compris qu'avec Jésus, il fallait se mettre au service de tous et de chacun. Et c'est ce qui a fait sa joie, c'est ce qui a fait son bonheur. Et c'est pour cela que nous lui rendons hommage ce matin. La levée de corps a été suivie d'une messe de requiem concélébrée par un collège d'évêques conduit par le cardinal Jean-Pierre Coutois et ponctuée par de nombreux chants de foi et d'espérance. La famille des oufouettistes, une fois encore, était présente au complet. À la fin de la célébration, la sonnerie aux morts a été exécutée sur le parvis de la cathédrale en hommage à la défunte, avant le départ pour le cimetière de Williamsville où elle devait être inhumée. À Marcory, au sud d'Abidjan, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a procédé hier vendredi au lancement des travaux de réhabilitation du boulevard de Marseille. Cela dans le cadre du schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan. Coût global des travaux, 50 milliards 612 millions de francs CFA. Le boulevard de Marseille réhabilité va donc désengorger le boulevard Valéry Giscard d'Estaing en lui créant une alternative permettant d'améliorer les conditions de circulation des usagers dans la partie sud-est de la ville d'Abidjan et particulièrement dans les communes de Marcory et de Treichville. Herman Guivet. Un coup de pelle et pas n'importe lequel. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly lance les travaux de réhabilitation et d'élargissement du boulevard de Marseille et des voies connexes. Dans 18 mois, le boulevard de Marseille présentera une toute autre configuration. Il subira un aménagement en 2 fois 2 voies sur une longueur totale de 13,4 km. Ce qui devrait permettre la réduction du temps de parcours sur les axes concernés, la réduction du nombre d'accidents de la circulation, la réduction du coût d'exploitation des véhicules. Partenaire de la Côte d'Ivoire sur le projet, la Banque Ouest Africaine de Développement, la BOAD, le maître d'ouvrage, le ministère des Infrastructures économiques, le projet s'exécutera en 2 phases. La première phase qui nous réunit ce jour porte sur un linéaire total de 10 km 200 et comprend l'élargissement de la voie entre le pont Félix Houphouët-Boigny et le carrefour du CHU de Treichville sur une longueur de 2,5 km. De la voie entre le carrefour du CHU de Treichville et le carrefour du boulevard du Canal sur une longueur de 1,4 km et de la route entre le carrefour du boulevard du Canal et le carrefour de la Nouvelle Pergola sur 1,2 km.
Les travaux aussi comprendront l'aménagement et le renforcement de la route entre le carrefour de la Nouvelle Pergola et le boulevard Valéry jusqu'à Destin sur une longueur de 2,7 km, l'élargissement de la rue Thomas Edison sur une longueur de 1,2 km et enfin l'élargissement de la rue Pierre et Marie Curie sur une longueur de 1,2 km. La réalisation du projet aura un impact certain sur les habitudes des usagers. Le Premier ministre Amadou Coulibaly, lors de la mise en œuvre de ce projet, a demandé que des dispositions particulières soient prises pour faciliter les déplacements des populations. Tout en comptant sur l'indulgence des Abidjanaises et des Abidjanais, je voudrais demander aux structures techniques et le ministère en premier d'adopter dans les meilleurs délais un plan de circulation dans les zones impactées par les différents projets en vue d'atténuer les désagréments liés à ces travaux. Je fais appel également au professionnalisme de tous les intervenants, maîtres d'ouvrage délégués, entreprises chargées de travaux et bureaux de contrôle, pour relever le défi de la qualité et du respect des délais. D'un coût total d'environ 43 milliards de francs CFA, le projet s'inscrit dans le volet aménagement des voies structurantes d'Abidjan du programme d'entretien routier 2013-2015 de la Côte d'Ivoire. Ahmed Bakayoko, lui, poursuit ses visites de prise de contact dans les unités et casernes militaires. Hier, c'était l'étape de la caserne de gendarmerie d'Agban. Le ministre d'État, ministre de la Défense, y est allé pour s'imprégner des conditions de vie et de travail des gendarmes. Le témoignage d'Abou Sanogo. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, en visite de travail dans la caserne de gendarmerie d'Agban. Objectif, s'imprégner des réalités de la gendarmerie nationale. Ceci pour réussir au mieux la mission de protection et de sécurisation des populations et leurs biens. Pour cela, Ahmed Bakayoko a visité le groupe d'escadrons blindés, doté de véhicules blindés à roues et l'unité d'intervention de la gendarmerie composée d'officiers et de sous-officiers spécialement entraînés et équipés pour faire face à des missions antiterroristes. Au champ de tir, le ministre d'État, Ahmed Bakayoko, a pu apprécier le savoir-faire de ces hommes dans un exercice antiterroriste. Une visite qui a été l'occasion pour les gendarmes de la caserne d'Agban d'exprimer leur loyauté et leur engagement à servir la nation. La gendarmerie nationale s'engage à maintenir la sécurité en faisant face à toutes sortes de défis pouvant entraver la quiétude des concitoyens. L'ensemble des militaires de la gendarmerie nationale s'inscrit dans votre vision pour aller vers l'émergence d'un gendarme nouveau à l'horizon 2020. En retour, le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, a salué les efforts de la gendarmerie nationale dans sa mission de protection et de sécurisation des personnes et leurs biens. Je vous invite, quelles que soient les turbulences, à demeurer des gendarmes, à garder ce qui fait votre spécificité. Nous allons ensemble engager des actions qui vont nous permettre de lever le niveau des prestations pour que les gendarmes travaillent et vivent dans de meilleures conditions. Je voudrais m'engager à prendre des dispositions pour que tous les bâtiments du camp Agba soient ravalés. Et je vais veiller également à ce que la promotion du gendarme se fasse de sorte que vous n'ayez aucune frustration dans votre profil de carrière. Puis le ministre d'État Ahmed Bakayoko s'est rendu dans des familles de gendarmes pour s'imprégner de leurs conditions de vie avant de prendre part à un repas de corps pour célébrer la cohésion au sein de la caserne de gendarmerie d'Agban. Fin de course pour 3 bandits, 3 jeunes gens qui semaient la terreur dans la ville de Lakota avec pour stratégie les guet-apens. Ils viennent de tomber dans les filets de la police locale. Eugène Atoubé, de retour de Lakota. Leur champ d'intervention était bien connu des services de police de Lakota. Ce sont les voies périphériques de la ville, les axes Lakota-Nyabezaria et Lakota-Zekuso. Tard dans la nuit, les 3 bandits opéraient pour dépouiller les piétons et les derniers voyageurs en toute quiétude. Aujourd'hui, Zidvimba Amidou, 31 ans, Dibloni Mathieu, 22 ans et Damichel, 25 ans, sont tombés dans le filet de la police grâce à la collaboration de leurs victimes et de la population. Sur la route,
Ils ont fait un barrage d'environ de 21 heures. Ils étaient 5 armés de kalash, de pistolets, de calibre 12. Donc on a scié. Et ils avaient déjà fait coucher 2 personnes quand je suis arrivé. Ils m'ont pris la moto, les pièces, mon sac, ce sac là même. Et ils ont vidé le sac avec des papiers dedans, plus les pièces de la moto. Nous voulons dire à nos populations que c'est pour elles que nous travaillons. Il faut une bonne collaboration. C'est à ce prix que nous pouvons être vraiment efficaces sur le terrain. L'arrestation des 3 bandits a permis aux éléments du commissaire Bamba de saisir d'importantes pièces à conviction. Ce sont notamment des armes à feu, dont un pistolet arraché à un policier lors des différentes attaques de postes de police. Si le commissaire Bamba se réjouit de ce coup de filet important, il appelle les populations à une franche collaboration dans la mission de sécurisation de la police nationale. Les 3 bandits, eux, seront mis à la disposition de la justice. La FOPAO, Fédération des organisations patronales de l'Afrique de l'Ouest, était réunie hier vendredi en Assemblée générale ordinaire. Il était question de la compétitivité des entreprises de la sous-région dans un environnement en pleine libéralisation où les compagnies étrangères s'implantent de plus en plus. Comment faire face donc à la concurrence tous azimuts des multinationales? Élément de réponse avec Lanciné Bakayoko. Accord de partenariat économique APE, adhésion probable de nouveaux pays à la CEDEAO. Bref, ces perspectives ont tendance aujourd'hui à modifier négativement les politiques commerciales d'un certain nombre de pays de l'Afrique de l'Ouest. Nos réflexes de vouloir protéger les marchés locaux démontrent que nous n'avons pas encore pris conscience de notre rôle et surtout notre pouvoir de changement du cours des événements dans notre sous-région. Dans un contexte de mondialisation irréversible, il ne s'agit donc plus de s'enfermer dans une sorte de protectionnisme, mais de promouvoir de véritables entreprises nationales ainsi que des marchés régionaux intégrés capables de tenir la concurrence aux multinationales étrangères. La solution pour l'accélération du processus d'intégration, pour moi, réside dans le tandem CEDEAO-FOPAO. Avec une croissance économique plus alerte, 5% annuelle ces dernières années, en raison notamment des nombreuses réformes engagées, les États de la sous-région et le secteur privé ont davantage de chances de se relancer et d'améliorer le niveau de vie des populations. J'ajouterai à l'endroit des investisseurs que vous êtes qu'il faudra aussi aller plus loin dans la conclusion de vous de joint venture, d'investissements croisés transfrontaliers et de diverses autres formes de collaboration, ceci afin de vous présenter unis et plus forts face à la concurrence internationale dans la perspective de futurs accords de libre-échange qui nous lieront à nos partenaires demain. Au terme de cette Assemblée générale ordinaire, Jean Kakou Diagou quitte ses fonctions de président de la Fédération des organisations patronales de l'Afrique de l'Ouest, FOPAO, au profit de son successeur au patronat ivoirien, Jean-Marie Aka. La MUJEFSI, elle a tenu son assemblée générale le 5 octobre dernier, une AG à l'issue de laquelle Mesmin Komoé a été élu à la tête de la mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire. Hier, il était question de passation de charges entre lui et le président sortant, Mamadou Soro. Le nouveau président s'engage à travailler dans l'amélioration des prestations de services proposées aux mutualistes. Godefroy Okambawa et Abou Sanogo. Le nouveau président du conseil d'administration de la mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire a pris fonction. Mesmin Komoé a été installé dans ses attributions après une passation de charges avec son prédécesseur Mamadou Soro au siège de la MUJEFSI au plateau. Pour le président sortant Mamadou Soro, son passage à la tête de la mutuelle a permis d'obtenir des avancées en ce qui concerne les revendications et surtout dans la prise en charge médicale des fonctionnaires. Rassurer nos partenaires qui font que la MUJEFSI arrive à donner les prestations à leurs adhérents. Les pharmacies, les cliniques, les cabinets médicaux. Leur dire oui, il n'y aura pas d'interruption dans la gouvernance. Des acquis que le nouveau président élu, pour un mandat de 4 ans, entend consolider dans l'esprit de fraternité au profit des mutualistes. Nous avons travaillé dans une parfaite ambiance
Les ambitions ont fait que malheureusement, on est allé en rang serré. Mais aujourd'hui, ce jeu est terminé. Et de façon sincère, il est venu pour qu'on puisse perpétuer cette tradition d'avoir un président qui sort et un autre qui rentre, tous deux assis côte à côte, échangeant des documents. C'est important pour l'image de la mutuelle, c'est important pour l'image de notre pays. Le nouveau coordonnateur du comité de contrôle de la mutuelle a également pris fonction en présence du représentant du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Le CAMES, Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, était récemment face aux journalistes. Une conférence de presse qui s'inscrit dans le cadre du projet Les Olympiades universitaires. Un projet qui vise à promouvoir la recherche des talents, l'excellence dans les universités africaines. Le reportage de Christiane Kogbi, commenté pour vous par Serge Collier. Les Olympiades universitaires, un concours qui vise à promouvoir la recherche des talents, l'excellence et la culture en milieu estudiantin. Pour cette première édition, le projet concerne les étudiants en master et doctorat. Le concours débutera le 14 décembre 2017 pour la phase nationale. Les étudiants ont été invités à s'inscrire massivement par les initiateurs. Le thème retenu pour le projet est l'environnement. Le grand vainqueur de ce concours repartira avec une médaille d'or et un montant de 1 million de francs CFA. Le projet est une initiative du CAMES, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Reconnu pour sa crédibilité et pour son modèle réussi d'intégration panafricaine, le CAMES a initié ce projet pour impacter la jeunesse africaine. Les veuves et les orphelins du quartier Colatier d'Abobo viennent de recevoir enveloppes, tenues vestimentaires et kits scolaires. Un don de l'ONG Fria qui tente ainsi d'améliorer les conditions de vie de ces populations vulnérables. Par Gassoro Koné. Quartier Colatier dans la commune d'Abobo. Le petit Ismaël, âgé de 1 an 5 mois, peut aisément dormir dans les bras de sa mère Digata. La trentaine révolue, cette jeune mère veuve, aujourd'hui, est toute heureuse. C'est que Digata a reçu des mains des responsables de l'ONG Fria une enveloppe. C'est un peu difficile, puisque le bébé, il ne tète pas, il prend simplement le lait. Ça va m'aider. Ça va boucher un peu, un petit trou était un peu vide. Ça va boucher. Comme Digata, des veuves, des orphelins et des enfants malades ont aussi reçu des enveloppes, des kits et des tenues scolaires. Cette enveloppe-là peut moi m'aider à compléter ce que déjà l'enfant a, et aussi à le rendre propre et à le vêtir un peu mieux, qu'il soit un peu plus à l'aise avec ses camarades. Mon mari allait au champ et puis les mois au champ là-bas. Donc c'est grâce à ONG qui fait que je puisse prendre soin des enfants. On m'a remis une enveloppe. Je dis merci à lui que m'a donné l'enveloppe. L'ONG Fria, créée en 2013, mène de nombreuses actions en faveur des veuves, des orphelins et des personnes vulnérables. L'État dit que l'école est obligatoire. Si l'enfant, son papa est décédé, cela ne veut pas dire que c'est tout le monde qui est décédé. Si nous sommes là, on doit aider l'État, n'est-ce pas, à soulager tous les enfants du pays. Les responsables de l'ONG entendent les jours à venir multiplier ces actions sociales dans d'autres quartiers des communes du district d'Abidjan. Et de son côté, le RIDEF vient de mener dans la région du Gontogo une campagne de sensibilisation des populations sur la lutte contre les mariages précoces et forcés des enfants. Le réseau ivoirien pour la défense des droits de l'enfant et de la femme a également interpellé les parents sur les droits des enfants et sur les dangers du mariage forcé. Franck Quadio nous en dit plus. Bondoukou, chef-lieu de région du Gontogo. Dans cette localité, les mariages précoces ou forcés des enfants sont des faits courants. Conception sociologique, ici les parents préfèrent marier précocement leurs enfants, surtout les filles, pour éviter les grossesses précoces considérées comme un déshonneur pour toute la famille. Conséquence, la région enregistre l'un des plus forts taux de mariage précoce et forcés des enfants en Côte d'Ivoire. C'est donc pour amener les populations de cette région au changement de comportement que le RIDEF, le réseau ivoirien pour la défense des droits de l'enfant et de la femme, a décidé d'initier une campagne de sensibilisation contre les mariages précoces et forcés des enfants. Autant la petite fille que le garçon a des moyens, des chances de réussir.
au niveau de l'école et qu'il ne faut pas hypothéquer l'avenir de la petite fille en l'arrachant de l'école pour la donner en mariage. Et sensibiliser la population pour faire comprendre qu'aujourd'hui, il y a des mécanismes qui sont mis sur pied au niveau international, au niveau national, pour protéger les enfants. Pour cette campagne de sensibilisation qui a amené le RIDEF à organiser des ateliers et des rencontres directes, les initiateurs ont rencontré les différentes communautés vivant à Bondoukou et aussi les différentes autorités administratives, politiques et coutumières. À l'issue des échanges, tous les intervenants se sont engagés à lutter désormais contre les mariages précoces et forcés des enfants. Ici à Abidjan, le bureau exécutif du syndicat national des travailleurs handicapés du privé de Côte d'Ivoire a été investi le week-end dernier. Le Syntrapsi a pour objectif, je le rappelle, de contribuer à l'amélioration des conditions de travail des handicapés exerçant dans le privé. Astou Touré a assisté à cette investiture. Son reportage. Ce geste marque la naissance du premier syndicat national des travailleurs en situation de handicap exerçant dans le privé. Le syndicat national des travailleurs handicapés du privé de Côte d'Ivoire, Syntrapsi, a pour mission de répertorier tous les travailleurs handicapés exerçant dans le privé en vue de défendre leurs intérêts. Il s'agit de mener une politique saine, de défendre nos intérêts au niveau de nos employeurs. Le renforcement des capacités des uns et des autres dans la gestion de leurs affaires et leurs unités de production. Le soutien moral et financier à l'employabilité des diplômés professionnels. Armel Adopo, représentant la marraine de la cérémonie, n'a pas manqué de relever l'importance de l'employabilité des handicapés diplômés dans la société. Elle encourage l'initiative et leur a garanti son soutien. La Fédération des syndicats autonomes de Côte d'Ivoire, FESACI, était également présente. Aujourd'hui, dans le Code du travail nouveau, fait droit aux personnes en situation d'handicap, où il est demandé aux sociétés d'employer ces personnes. Il y a un quota qui est destiné aux personnes en situation d'handicap. Le bureau exécutif du Syntrapsi est composé de 15 membres. Dans le chapitre santé de ce journal, parlons sensibilisation contre le glaucome. Cette maladie invalidante cause de cécité dans la plupart des cas. Les populations de la commune d'Anyama ont été instruites sur ces méfaits, puis elles ont bénéficié de dépistage gratuit. Les précisions de Franck Quadio. Les populations de la commune d'Anyama sensibilisées sur les effets dévastateurs du glaucome. À l'occasion de la 7e édition de la journée de lutte contre cette pathologie, le programme national de la santé oculaire a mis l'accent sur le dépistage et une prise en charge précoce. La méconnaissance par les populations de cette maladie et la consultation tardive est préjudiciable à la santé oculaire. Si rien n'est fait, le glaucome pourrait dans quelques années devenir un problème de santé publique, d'où l'organisation de cette campagne de sensibilisation. Le glaucome est, selon l'Organisation mondiale de la santé, la première cause de cécité irréversible dans le monde. 4,8% de la population africaine souffre de cette maladie, une pathologie qui détruit le nerf optique. Cette maladie est plus agressive en Afrique. Plusieurs personnes ont été dépistées au cours de cette campagne de sensibilisation. Les populations d'Anyama ont salué l'initiative. Elles souhaitent qu'elle s'étende à toute la Côte d'Ivoire. Vivre sans glaucome, c'est donc vivre heureux. On reste avec Franck Quadio, cette fois pour parler culture. Notre reporter nous conduit à Tiendo, dans le département de Tanda, qui a désormais son festival. Une manière pour les initiateurs de promouvoir et valoriser la culture bron et Agnibona. La chanson et la danse, les œuvres d'art exposées. Les arts et la culture bron au menu de la première édition du Festival des arts et culture bron et Agnibona, Tiedo Festival, du nom de cette petite localité dans le département de Tanda. Il s'agit pour les organisateurs de promouvoir le riche patrimoine culturel du peuple bron et Agnibona. Chaque cadre, à quelque nouveau qu'il soit, doit jouer le rôle d'acteur actif de développement local. Et moi, je voudrais m'engager humblement sur cette voie.
Une région auparavant déchirée par les tensions de tous ordres, il faut cristalliser les efforts en faveur de l'unité et de la cohésion. C'est l'appel du sous-préfet du Tiendo, Angbo-Charles. Durant 2 jours, les artisans, les tisserands, les potières et couturiers traditionnels venus de tout le Gontogo ont fait montre de leur maîtrise des valeurs culturelles de la région. Hors de nos frontières à présent, au Burkina Faso, l'audience de confirmation des charges se poursuit au tribunal militaire de Ouagadougou. Le général Gilbert Diendéré, cerveau présumé du putsch sous la transition, a contesté l'ordonnance du juge d'instruction et a demandé l'inculpation de plusieurs chefs militaires, parmi lesquels l'ex-chef d'état-major général des armées. Les avocats de Gilbert Diendéré demandent l'annulation de cette ordonnance qui, à leurs yeux, comporte de nombreuses irrégularités. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de votre attention et bonne journée sur la chaîne Kérassi.